Tokimeki. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des mascottes japonaises, les Yurukyara. Je connaissais déjà les Yurukyara avant de partir au Japon, mais c'est vraiment là-bas que je me suis rendu compte de leur importance. J'en voyais partout, je me demandais d'où ça venait, pourquoi elles étaient appréciées et surtout pourquoi il n'y en avait pas en France. Aujourd'hui on va donc découvrir ensemble l'origine et l'histoire des Yurukyara, leur lien avec la société et la culture japonaise, et on va également parler du futur de ces mascottes. Le terme Yurukyara a été inventé par Jun Miura au début des années 2000. C'est un peu le parrain des mascottes. Yurukyara, ça vient de Yurui, mou, relâché, et de character, personnage. Donc personnage mou. Yurui, qui a plusieurs sens, fait donc référence à la matière des mascottes, qui en général sont des peluches toutes molles, mais aussi à l'aspect amateur et minimaliste de leur design. Il existe différents types de mascottes, mais les plus populaires sont ce qu'on appelle les Gotochi Kyara, donc des mascottes qui représentent un département japonais. On les reconnaît facilement parce qu'elles ont souvent un motif ou une apparence qui rappelle un symbole de la région. Il faut pas confondre les Yurukyara et les Character qui sont des personnages issus d'une licence déjà existante comme Pikachu de Pokémon par exemple. Leur nom a été trouvé en 2000 mais elles existent depuis bien plus longtemps que ça. Certaines marques utilisaient déjà des animaux comme effigie dans les années 60 mais le point de départ des mascottes telles que vous les connaissez à l'heure actuelle c'est la création de Hello Kitty en 1974. Vous avez tous déjà entendu parler de Hello Kitty et plein d'autres personnages de Sanrio. La marque s'est exportée dans le monde en 1976 et ces personnages ont été déclinés tellement partout que vous n'avez pas pu les manquer. En 1990, le gouvernement japonais décide d'utiliser des mascottes pour promouvoir le tourisme national. Jun Miura publie même une encyclopédie pour lister tous ces personnages, mais c'est seulement à partir de 2007, donc presque 20 ans après, qu'on assiste au véritable boom des mascottes avec notamment la star Hikonian. En 2007, le gouvernement municipal de Hikone décide de créer une mascotte pour commémorer le 400e anniversaire de la fondation du château de Hikone, Hikonian. Son apparence est une référence à la légende entourant le troisième seigneur de Hikone, Ii Naotaka. Alors qu'il passait devant un petit temple, un chat blanc lui fit signe de rentrer pour qu'il évite l'averse. Cette histoire serait aussi à l'origine du Maneki Neko. La popularité de Hikonian augmente la fréquentation touristique de Hikone de 200 000 personnes chaque année et le château booste ses recettes de 60% l'année de sa création. C'est vraiment le point de départ de la déferlante des mascottes avec des noms que vous connaissez bien comme Funashi ou Kumamon. En France, on a aussi des mascottes, mais on n'y est pas attaché au point de les voir sur tous les produits, à la télé, d'avoir des boutiques et même des événements dédiés à celles-ci. Alors, qu'est-ce qui rend les mascottes aussi uniques aux yeux des Japonais? La première hypothèse qui pourrait nous éclaircir sur ça, c'est le fait que les Japonais ont grandi avec cette culture manga et tous ces personnages. Il existe un phénomène que je vais simplifier en phénomène du doudou. Quand les enfants grandissent, ils ont besoin d'une cible de transition qui en fait les encourage à devenir un peu plus adultes et à affronter cette société vraiment très rude. Souvent, cette cible, c'est une peluche, mais ça peut aussi être un personnage ou même un univers entier qui le réconforte. En grandissant, on oublie rarement ces personnages qu'on a aimés durant l'enfance. Ils nous confèrent un sentiment de nostalgie, on y est toujours attaché. Parfois, ces personnages nous ont rassurés, parfois ils nous ont inculqué des valeurs. Bref, dans cette société moderne, la mascotte fait office de doudou, c'est un objet de guérison ou d'apaisement. En 2000, l'Institut de recherche sur les personnages de Bandai publie une étude qui fait le lien entre cet aspect de guérison et les mascottes. Sur près de 800 japonais interrogés dont la tranche d'âge allait d'élèves d'école primaire à des soixantenaires, 69 ont répondu que les personnages les apaisaient et 46 que la présence d'un personnage, que ce soit sous forme d'une peluche ou d'un porte-clés, leur donnait l'impression d'être moins seuls. Deuxième hypothèse, le lien avec la religion Shinto. Michael Maynard, professeur et chercheur à l'université de Temple en Philadelphie, a publié un article concernant en fait les liens entre Kumamon et les autres mascottes et la religion Shinto. Pour lui, les Japonais auraient une affinité avec les Yurukyara tout simplement parce qu'ils ressemblent aux kami, les divinités japonaises. Les mascottes prennent l'apparence d'animaux, parfois incluant des éléments de décor dans leurs costumes, et ça fait directement référence au shintoïsme et aux différentes créatures du folklore japonais. Il fait le parallèle entre le rôle d'une mascotte et de celui d'un jizo qui protège les enfants. Selon lui, les mascottes, tout comme les kami, réconfortent les gens et répondent un peu à leurs besoins dans cette société un peu incertaine. Bon, vous vous doutez bien que l'amour des Japonais pour leur mascotte ne dépend pas uniquement de ces deux points, mais aussi amplifié par le marketing qui entoure ces Yurukyara.
Selon Jun Miura, voici les 3 critères indispensables pour être une bonne mascotte. Exprimer un message d'amour pour sa région, avoir une personnalité unique, être accessible, gentil pour amener naturellement l'amour des gens. Absolument tout dans le marketing des mascottes est fait pour que adultes comme enfants s'attachent à elles. Les mascottes sont directement liées à la culture du kawaii et donc naturellement répandent le bonheur. Les Yurukyara sont positifs, ils partagent de bonnes valeurs. Ils remplacent en quelque sorte les célébrités puisqu'une mascotte n'est pas censée parler, donc il n'y a aucune chance qu'elle blesse ou trahisse son public avec des paroles déplacées. N'a pas de scandale puisque là où les personnes qui sont à l'intérieur des mascottes ne représentent plus les marques auxquelles elle est associée quand ils quittent leur costume, ne vieillit pas, ce qui permet aux gens de la soutenir beaucoup plus longtemps et est moins cher parce qu'au lieu du coup de dépenser une somme astronomique pour inviter une célébrité à un événement, autant prendre une mascotte locale qui a exactement le même succès qu'elle. D'ailleurs, le père de Kumamon, Koyama, est du même avis puisqu'il associe carrément l'augmentation des mascottes au déclin des hommes politiques au Japon. C'est une théorie personnelle, mais je pense que la montée en puissance de la popularité des Yurukyara va de pair avec la fin de l'existence avec de grandes figures dans la politique japonaise. Comme il n'y avait plus d'hommes politiques en qui donner sa confiance ou dont on attendait quelque chose pour le futur, on a fini par se tourner vers les Yurukyara. Les mascottes ont rempli le vide et sont devenues des vedettes. C'est marrant parce qu'il y a plein de points qui me rappellent ma vidéo sur les idoles. Les mascottes sont personnifiées ayant une personnalité propre qui pourra plaire à certains et en rebuter d'autres. Les mascottes actuelles ont des comptes sur les réseaux sociaux et partagent leur vie exactement comme le feraient des influenceurs. Ils ont des hashtags dédiés, ils demandent à la communauté de participer grâce à des sondages ou des questions dans les posts. Chaque mascotte possède une communauté de fans qui achètent les produits dérivés. En 2014, la mascotte Kumamon a engendré 1 milliard d'euros sur tous ces produits. D'ailleurs, les créateurs de Kumamon ont été très malins puisqu'ils ont donné des licences gratuites pour que le visuel de Kumamon soit utilisé sur des produits vendus aux 4 coins du Japon. C'est pour ça que si vous allez au Japon, des fois vous allez voir des rayons remplis de Kumamon. C'est pas forcément de vrais produits Kumamon ou des choses qui viennent de Kumamoto, c'est juste que la licence est gratuite et que du coup tout le monde peut l'utiliser, ce qui permet de promouvoir aussi la mascotte. Aussi dans les mascottes, tout est fait pour développer un sentiment d'appartenance communautaire. Les mascottes, notamment les Gotochikara, participent à la promotion du tourisme mais aussi à l'éducation sur la culture locale. La mascotte est là pour soutenir sa région durant les moments difficiles et les catastrophes naturelles. Elle est là pour donner du bonheur aux citoyens. On en est fiers, on la défend, ce qui indirectement nous rend fiers de notre ville ou de notre région. Tout ça, ça donne un certain sentiment d'unité et surtout l'impression de ne pas être seul. On pourrait se dire que nous aussi on a des mascottes ou des équipes de foot qui jouent absolument le même rôle, alors pourquoi est-ce que ça marche pas autant ici ? J'ai fait le tour dans mes petits souvenirs et en 25 ans d'existence, les seules mascottes françaises qui ne proviennent pas d'un univers de fiction qui m'ont marqué sont Footix, la vache qui rit, Monsieur Propre et le bonhomme Michelin. Sur ces 4 mascottes là, 3 sont là pour me vendre un produit et une est là pour promouvoir un événement et donc a été abandonnée par la suite. La plupart des mascottes que nous on voit en France, c'est souvent des mascottes commerciales qui servent à promouvoir un logiciel, une entreprise, un produit. En France, on met beaucoup moins l'accent sur l'originalité et la personnalité d'une mascotte. Personnellement, je ressens aucun attachement envers celle que je vous ai citée. On n'a pas le côté kawaii puisque ça fait partie de la culture japonaise, on va pas se mentir, la plupart de nos mascottes sont très laides. Les seules mascottes potables sont celles des parcs d'attractions et encore une fois, elles sont uniquement liées à une entreprise. Autre chose, au Japon, la cible des mascottes est beaucoup plus large qu'en France. Ici, en France, on voit des personnages sur les paquets de céréales, les bonbons, les jouets et les mascottes rarement créées sont uniquement là pour attirer les jeunes comme la dernière mascotte du Tour de France. Or, au Japon, on en trouve partout et bien que l'aspect mignon est là majoritairement pour attirer les enfants, les références culturelles dans leur design peuvent également attirer les adultes. Dernier point qui va vous paraître anodin mais qui est pourtant super important, c'est que le nom des Yurukyara éveille quelque chose chez les Japonais. La plupart des noms de mascottes contiennent une onomatopée ou une référence à un produit de la région, ce qui transmet directement une image ou une sensation dans la tête d'un Japonais qui entend ce nom. Peu importe dans quelle région du Japon cette personne se situe, ce son ou ce mot en particulier lui évoque quelque chose. Par exemple, en France, on adore Pikachu parce que ça vient de Pokémon, mais le français lambda n'a pas les références culturelles ni linguistiques pour comprendre que ce nom est génial puisqu'il est composé de l'onomatopée d'une étincelle et le bruit qui est censé faire une souris. La plupart des mascottes françaises ont des noms, mais qui manquent d'identité, ce qui fait qu'on s'y attache pas vraiment. Par exemple, combien d'entre vous savent que le bonhomme CTLM s'appelle Crédito et que le bonhomme Michelin s'appelle en vérité Bibendum ? On vient d'évoquer toutes les raisons qui expliquent le succès des mascottes, on va maintenant parler de leur avenir.
À l'heure actuelle, le marché des mascottes est saturé, si bien que la plupart disparaissent du jour au lendemain. Après le boom des Yurukyara, absolument toutes les villes, toutes les régions, tous les partis politiques voulaient leurs mascottes. On pouvait parfois se retrouver avec 60 mascottes pour représenter une seule et même ville, ce qui baissait carrément le peu d'impact qu'elles pouvaient avoir. Les mascottes ont maintenant une image assez ringarde, voire has-been. Les entreprises préfèrent maintenant utiliser des personnages d'animé pour promouvoir leurs produits. Pourquoi tenter de bâtir la réputation d'une mascotte de A à Z quand on peut directement profiter de la communauté déjà existante d'un animé? Seules les mascottes ayant une certaine réputation arrivent à garder le cap, comme par exemple Funashi, Kumamon ou bien d'autres mascottes que vous pouvez voir à Japan Expo. Il existe évidemment toujours des fans de mascottes à l'heure actuelle, et personnellement je ne pense pas qu'elles disparaîtront totalement puisqu'elles font maintenant partie du paysage japonais, mais c'est tout à fait normal qu'elles soient reliées au second plan puisque ça correspond parfaitement au déclin de la culture kawaii au Japon en parallèle de l'évolution de la jeune génération japonaise qui maintenant est plus à la recherche d'icônes qui partagent des valeurs fortes d'indépendance et d'émancipation plutôt que des personnages réconfortants. Mais on parlera peut-être de ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez appris des trucs et que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.